première et une grande aventure, puisqu'en fait, quand il y a un an, on s'est lancé dans l'idée de créer un lab. C'était quelque chose qui était sur le papier. On savait à peu près où on avait envie d'aller et surtout qui allait nous emmener là, et c'était effectivement Sandra. Mais après, il faut construire, il faut écrire. Il faut se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va raconter en fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va apporter surtout? Puisque au-delà de raconter des choses, il fallait, ou en tout cas espérer, apporter une petite réflexion, une petite pierre à quelque chose. Et ça n'a pas été effectivement quelque chose qu'on a imaginé. C'était pas évident en fait, honnêtement. Et puis à un moment donné, on s'est dit, on va se lancer sur quelque chose qui était déjà complètement discuté, l'intelligence artificielle. Et ça, c'était notre premier sujet. Alors c'était assez ambitieux puisqu'il fallait essayer d'apporter quelque chose et surtout d'essayer de construire un événement où tous nos établissements allaient pouvoir apporter quelque chose et ou en tout cas participer. Donc ça a été une grande aventure et ça, c'est Sandra qui s'est lancée là-dedans avec bien sûr les équipes, les responsables de section, les directrices, etc. C'était un gros événement. Et j'ai suivi un petit peu les différentes tables rondes, les différents événements. Je les ai écoutés des fois en replay, c'est ça? Ou en direct. Ou en direct, oui, direct quand c'était possible, ou en replay. Et c'était assez impressionnant en fait de voir toutes les idées, tous les échanges, tout ce qu'il pouvait y avoir. Donc voilà, pour moi c'était pas évident et à l'arrivée c'est un vrai succès, en tout cas pour les objectifs que je m'étais fixés et que tu as parfaitement atteint, c'est-à-dire faire partager par nos équipes un certain nombre de problématiques, puisque l'idée c'était à un moment donné, une fois qu'on a lancé l'IA, c'est comment on s'approprie l'IA, comment on échange, qui va y amener quelque chose. Et comment tout ça, ça va pouvoir éclore. Et donc ça, c'était un peu l'objectif. Je suis très content d'avoir vu tout ça. Il y a bien sûr aujourd'hui une restitution, mais il va y avoir aussi, j'espère en tout cas, un livre blanc qu'on va pouvoir partager tout ça et apporter notre petite pierre à l'édifice. Ça, c'est le premier. Il y en aura d'autres, puisque le lab, une fois qu'on l'a lancé, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher d'autres thématiques importante de société pour que les gens puissent à un moment donné partager et faire avancer la réflexion. Et en tout cas, il y en aura d'autres chaque année, puisqu'il y aura un gros événement comme ça qui sera partagé chaque année. Et j'espère que dans 7 ou 8 ou 10 ans, on pourra être très fiers d'avoir vu 10 sujets, 10 thématiques importantes sur lesquelles nous aurons, nous, planché, en fait. Voilà. Donc c'était ma petite phrase d'introduction. Merci beaucoup. Merci en tout cas à tous. Merci. L'idée là, c'est vraiment d'avoir une étape de conclusion, de se dire, on a regardé sur chaque table ronde des croisements d'expertise, donc des avocats, des professionnels de la création, des professionnels aussi chercheurs en sciences humaines, en informatique. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un luxe et c'est chouette d'avoir ce luxe, c'est de se poser et de se dire quels sont les enseignements à tirer pour les écoles créatives dans le cadre de ces différentes tables rondes. Et comment on met en partage, c'est ce que tu disais, comment on met en partage toutes ces connaissances et comment on les concrétise au sein de nos enseignements. Donc on va, sur cette première table ronde, faire ensemble effectivement une synthèse de ce qui s'est passé pendant ce mois de l'impact sur l'intelligence artificielle. Et on aura ensuite une deuxième table ronde où on interrogera directement ce qui se fait aujourd'hui dans les enseignements au sein des écoles créatives. Et demain, on prendra le temps de réfléchir aux différents points que l'on veut aborder l'année prochaine dans l'introduction de l'IA, ou en tout cas dans la manière d'enseigner dans le contexte de l'IA. Donc pour faire cette synthèse, j'avais envie de partir d'un espace documentaire, donc de partir du SharePoint, vous voyez, qui est affiché ici, et qui est aussi le moyen de tracer ce qu'on met en place, de documenter tous les éléments qui sont constitutifs de cette recherche au sein du laboratoire. Donc vous voyez, quand vous êtes sur cette interface toute simple, c'est vraiment un portail documentaire. Vous avez ici la documentation, vous avez ici de développer les programmes de recherche,
les projets, les partenariats et les publications et les événements. Et ça, c'est vraiment l'essence même d'un laboratoire. C'est-à-dire, on part d'abord d'un projet, d'un programme de recherche, donc ici sur comment l'intelligence artificielle s'insère et impacte les industries créatives. Et ensuite, on documente, on analyse, on produit une réflexion qui, comme le disait Karim Kenessi, apporte sa contribution, sa pierre en fait à l'ensemble de la réflexion. Et puis, on noue des partenariats pour faire des projets. Et ça, c'est intéressant aussi. On a travaillé pendant l'ensemble de ces tables rondes avec des partenaires très diversifiés, des professionnels, donc comme Xilam par exemple, ou comme MPC, mais aussi des laboratoires de recherche très reconnus comme l'INRIA ou le CNRS. Et c'est aussi dans la vocation du laboratoire que de nouer ces liens pour pouvoir réfléchir encore un petit peu plus loin à chaque fois ces différentes thématiques. Donc là, on va aller par exemple sur le portail documentaire et on va regarder quelles sont déjà les premières ressources à disposition concernant l'IA et la création. Donc les premières ressources à disposition, c'est tout ce qui concerne les tables rondes. Donc on va aller directement sur le séminaire de conclusion, où vous allez pouvoir retrouver en fait l'intégralité de ce qui s'est passé sur ces différentes tables rondes et sur toutes les réflexions qui ont alimenté en fait le cycle de conférences. Je vais revenir au départ. Donc au départ, l'IA entre les mains des écoles créatives, c'est pas se dire les écoles créatives utilisent l'IA absolument, c'est se dire comment dans le contexte de l'IA, les écoles créatives se positionnent. Donc la première réflexion, elle est bien de poser la question d'un enjeu qui n'est pas juste un enjeu de notre secteur, qui est un enjeu de société. À partir du moment où tout un chacun commence à utiliser des outils pour se documenter, pour réfléchir, pour croiser des sources, pour écrire, pour synthétiser. Mais ça, même en dehors de notre cadre professionnel, on commence à avoir une autre façon de penser, une autre façon d'agir avec les ressources. Donc si ça existe en termes d'enjeux de société, bien ça existe encore plus en termes d'enjeux professionnels. Donc c'est d'abord parce que c'est un enjeu de société que ça devient important de se positionner en tant qu'école. Et puis ensuite, c'est un enjeu spécifique dans le secteur de la création, parce qu'avec les IA génératives, c'est probablement une des premières fois où les métiers intellectuels sont autant touchés, où les métiers de la création, de l'invention sont autant touchés par une technologie, dans le sens où on n'est plus simplement en train de se dire « tiens, on va automatiser des gestes qui sont répétitifs ». Non, on est en train de se dire on pense, on agit différemment, on modélise différemment, on travaille une thématique et une création, on génère de manière imparfaite, mais on génère des formes de création. Donc les enjeux pour les industries créatives, c'est déjà se poser la question de à quel point ça influence nos modes de création, nos façons de faire. Et puis ensuite, de se poser la question de qu'est-ce que ça apporte concrètement. Est-ce qu'il y a un intérêt à un endroit ou à un autre de positionner l'intelligence artificielle? Et donc, c'est la place vraiment de l'outil et du créateur. Où est-ce que je me positionne en tant que créateur et où est-ce que je me positionne avec mon outil qu'est l'IA? Donc, ça se traduit très concrètement dans la profession par est-ce que l'IA, c'est une opportunité? Ou est-ce que l'IA me permet de faire mieux, de faire plus, de faire différemment, mais aussi est-ce que l'IA s'intègre dans les process et dans les valeurs? C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se dire que oui, ça permet de faire plus, mais que non, ça ne s'intègre pas facilement dans mes process aujourd'hui, ou ça ne s'intègre pas facilement dans les valeurs que véhicule, par exemple, mon studio, mon environnement professionnel. Donc, quand on rencontre les différents partenaires, ils ne parlent pas de l'IA que en termes d'outils ou de capacité à l'utiliser, ils en parlent aussi beaucoup en termes de est-ce que ça correspond à quelque chose qui me permet de continuer à exercer la créativité comme je l'entends, c'est-à-dire avec ma singularité. Donc ça, ce sont vraiment des réflexions qui ont nourri le point de départ de notre travail sur l'IA, en se posant vraiment les questions les plus basiques, mais aussi les plus attachées à chaque environnement professionnel, les plus situées en fait, contextualisées. Donc la première chose pour nous, c'est vraiment de se dire, on va analyser les enjeux du secteur et on va les analyser avec des personnalités qui sont en train de faire, qui sont dans l'action à ce moment-là. Donc pour le cycle de conférences,
plus particulièrement 3 acteurs, Xylam, Newen Studio et MPC. Et on voit déjà que rien qu'avec eux, on a 3 manières de faire différentes. Donc on a avec Xylam vraiment une attention portée à l'acculturation. Comment on fait en sorte que la compréhension des IA permette ensuite un travail collectif avec l'équipe, que chacun puisse s'emparer en fait de cette réflexion, la comprendre et ensuite l'intégrer en tout cas dans des expérimentations. Mais le point de départ, on sent bien, c'est l'éthique professionnelle dans cette approche-là, c'est-à-dire de conserver absolument cette volonté de conduire des équipes tout ensemble dans cette réflexion. Si on prend les studios Newen, par exemple, on a vraiment tout un secteur de R&D, d'innovation, où là, on est plutôt dans du test, vraiment dans de l'exploration, sur l'avant-projet plutôt, mais en tout cas avec de nombreuses explorations, tous les outils, toutes les techniques, avec cette idée d'aller voir partout avant de conclure en quelque sorte et d'intégrer, si c'est intéressant pour le projet, au sein du projet. Et puis avec MPC, on a une réflexion très documentaire. Comment on documente sa pratique, comment un projet doit être travaillé dans une forme d'hybridation. Est-ce qu'on utilise telle technique pour ce projet-là en particulier? De quelle manière on travaille cette transparence pour que l'ensemble des outils utilisés servent au projet et surtout soient complètement acceptables au sein du projet. Donc déjà 3 studios et déjà 3 manières de faire différentes, avec les mêmes outils, avec le même contexte, mais avec une ambition de rentrer dans ce questionnement par la porte qui les caractérise le mieux en fait, qui correspond à ce qu'ils sont. Donc on a vraiment ce binôme entre les opportunités de l'IA, mais aussi l'éthique professionnelle. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a essayé de fouiller pendant ces différentes tables rondes. On a essayé de voir comment les écoles créatives, elles se positionnaient par rapport à tout ça. Eh bien, elles ne se positionnent pas ni dans une voie qui dirait tout ce qui est innovant est tout de suite acceptable et intégré, ou au contraire dans une voie qui dirait tout ce qui est résistant doit être entendu et uniquement entendu. Non, en fait, c'est d'être capable de comprendre chaque environnement professionnel, chaque éthique, et de savoir si l'étudiant peut se situer dans cette éthique-là, peut répondre au projet que fixe tel ou tel environnement professionnel. Donc voilà, ça c'est vraiment notre objectif tout au long en fait de ce travail-là, mais ça n'a rien d'intéressant si ça ne sert pas un projet pédagogique. En fait, chaque recherche proposée par le lab et en fait proposée par chaque équipe, c'est avant tout une réflexion sur comment ça se transfère ensuite dans les différentes formations, comment on en fait quelque chose concrètement et quel projet pédagogique cela propose. Donc la première réflexion, et je passe la parole à Isabelle Tessèdre qui est directrice générale de la pédagogie. La première question, c'est comment on intègre l'IA au sein de nos formations. Est-ce que c'est une discipline, l'IA ? Alors oui, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent, jusque dans les salons de l'étudiant ou dans les journées portes ouvertes. Je crois que tous, on l'a tous entendu. On a des dizaines et des dizaines de parents qui, inquiets d'entendre parler de plus en plus de l'IA, nous posent la question, mais est-ce que vous avez des cours d'IA ? Ça, c'est la question qui finit de vous achever. En tout cas moi personnellement, et donc du coup effectivement c'est toutes ces tables rondes que l'on a menées dans chacun de nos campus quelque part finalement nous ont permis de commencer à trouver une première réponse à cette question qui pour moi n'a pas vraiment de sens. C'est comme si on nous demandait est-ce que vous avez des cours d'ordinateur en informatique, donc voilà, donc c'est un début de réponse en tout cas qui enfin, c'est plus qu'un début de réponse, parce que là, très honnêtement, on en a eu un paquet de réponses. Donc voilà, donc là, le but, c'est de trouver ensemble, de finaliser en fait un petit peu toute cette réflexion, c'est de finir ensemble, et puis après, avec l'ensemble des équipes pédagogiques, parce que là, on est juste finalement qu'un tout petit panel, mais de trouver ces réponses. Effectivement, toutes ces tables rondes, on a entendu déjà des bribes d'idées, de solutions que l'on pourrait mettre en place.
vous êtes nombreux, et je pense que surtout, en tout cas ceux qui sont là, vous avez déjà testé, vous n'avez pas attendu qu'on fasse ces tables rondes pour utiliser l'IA, les tester, les éprouver aussi avec vos étudiants. Le tout est maintenant d'être capable, nous, en tant qu'école, d'assumer un positionnement, parce qu'effectivement, on sent bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de répondre de façon évasive. Effectivement, l'IA, oui, c'est un outil, effectivement, les étudiants l'utilisent avec les enseignants. Non, il faut trouver vraiment des réponses. Et puis, de la même façon qu'effectivement, les studios, et tu l'as dit, hein, Sandra, chacun y apporte sa réponse, et qui va forcément être évolutive, les écoles créatives doivent aussi apporter, pas forcément une réponse, mais en tout cas une politique, ou en tout cas un engagement vis-à-vis de ça. Voilà, alors après, effectivement, on s'est bien rendu compte que effectivement, tous les questionnements qui ont pu apparaître, c'est que quelque part, on doit avoir la même démarche que les studios. On doit effectivement acculturer on va dire nos équipes. On doit quelque part les bousculer aussi, hein, dans leur certitude, puisqu'on s'est bien rendu compte, hein, que quand on a choisi cette thématique-là, on a eu beaucoup, hein, de questionnements, de réticences, de craintes, d'inquiétudes. Donc, effectivement, je vais essayer de faire court parce qu'on a beaucoup de choses à raconter. Là, en fait, ces tables rondes nous ont permis finalement de se dire que le labo de recherche, le dispositif Bloom qui nous permet d'accompagner les étudiants dans cette réflexion de quel étudiant je suis et quel professionnel je vais être demain. Toute cette démarche-là, finalement, toutes ces réflexions vont s'imbriquer. Et donc, effectivement, on se rend bien compte que ce que se disent, en tout cas, les studios dans cette réflexion de l'IA, c'est pas forcément d'être capable, en fait, de former les étudiants sur l'outil. Oui, en tout cas, qu'ils l'utilisent avec les enseignants, qu'ils apprennent finalement à l'expérimenter, en tout cas qu'ils apprennent à expérimenter ces outils, mais surtout d'appréhender tous les enjeux et tous les questionnements, en fait, que ça entraîne. Et c'est surtout ça, en fait, finalement, que les studios nous ont conforté dans notre démarche, en nous disant, mais en fait, bien plus que de se servir de l'IA, c'est surtout d'apprendre à devenir les professionnels de demain, qui vont se questionner sur les enjeux, qui vont se positionner dans effectivement des éthiques différentes, des politiques différentes, de les aider aussi à finalement être relativement transparents dans leur démarche, qu'ils l'utilisent ou qu'ils l'utilisent pas. En fait, c'est ça. Tu avais une phrase à un moment donné que je trouvais intéressante, c'est en fait, on va continuer à faire notre métier de formateur, on va continuer à leur apprendre à faire sans l'IA, parce qu'il y a des fondamentaux qui sont absolument nécessaires, et donc ça, c'est vraiment important de continuer à s'inscrire dans notre démarche pédagogique, de recherche de l'exigence, de l'excellence, de la créativité. Ça reste ça, notre cœur de métier. Et après, finalement, de se questionner en tant qu'étudiant et en tant que futur professionnel sur l'IA. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va apporter au projet? Comment je peux l'utiliser pour que ça serve mieux le projet? Est-ce que ça s'inscrit dans une démarche éthique, responsable par rapport à mon studio, par rapport au producteur? Parce qu'on a bien vu, hein, tout autour de cette table ronde, toutes les questions aussi juridiques et éthiques que ça posait. Voilà. Et en fait, c'est notre boulot finalement de formateur, de pédagogue, en fait, c'est de les accompagner à appréhender tous ces enjeux-là. Bien plus que de les former à utiliser l'IA. Voilà. Donc forcément, fatalement, vous l'avez aussi sur l'écran, ça questionne les compétences transversales, et c'est là que ça fait la boucle avec le dispositif Bloom, puisque ce fameux dispositif Bloom est là pour aider les étudiants à se questionner par rapport aux compétences transversales qui sont absolument importantes de déployer en tant qu'étudiants et futurs professionnels. Donc de conscientiser, hein, toutes ces compétences que la plupart du temps ils utilisent, ils mettent finalement en œuvre et qu'ils ne conscientisent pas forcément. Voilà, donc ça c'était tout ça notre objectif, c'est tout ça
nos enjeux à nous, en fait. C'est de former les étudiants, les futurs professionnels qui vont devoir utiliser l'IA. Demain, dans 10 ans, ça sera peut-être encore un autre outil ou une autre révolution technologique. Donc, comme un petit peu toujours, j'ai toujours eu l'habitude de dire, en fait, on continue à former les étudiants à apprendre, à continuer à s'adapter à toutes les évolutions technologiques. Voilà. Et je pense que c'est vraiment la première contribution de l'ensemble de ces tables rondes. C'est de se dire que les professionnels et voilà, toutes les personnes qui se sont interrogées sur l'IA dans le domaine de la création, dans un premier temps, l'important n'est pas uniquement la maîtrise de l'outil, mais bien quelles sont les compétences à renforcer dans un contexte aussi assez instable. C'est-à-dire qu'il y a besoin aussi d'avoir un peu plus de maturité encore dans l'environnement professionnel par cette instabilité. Exactement, et donc ce qui revient souvent, c'est ça, l'esprit critique, le fait de pouvoir prendre du recul, le fait effectivement de pouvoir se questionner, voilà, développer son sens critique, effectivement. Et ça, je pense que c'est notre premier objectif et notre première mission. En fait, elle ne change pas, notre mission, en fait, elle évolue tout simplement, hein, comme avec les outils. Donc, c'est simplement, voilà, vraiment mettre l'accent là-dessus, parce que je pense que les professionnels, en fait, nous attendent là-dessus, plus que réellement former de façon basique sur des outils où on sait très bien que dans 5 ans, dans 10 ans, ça en sera d'autres, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment, et ça vient faire sens avec vraiment toute notre démarche qu'on avait déjà initiée depuis 18 mois, on va dire à peu près. Voilà, et juste pour dire que là le premier choix de cette thématique, l'IA, tombait un peu sur le sens, mais et puis tout à l'heure tu le disais, en fait l'année prochaine on va choisir une autre thématique, mais c'est pas parce qu'on va choisir une autre thématique que celle-ci va être oubliée, en fait, parce qu'en fait ça va être plus des accumulations, et effectivement la deuxième thématique va venir nourrir aussi cette première, et en fait au fur et à mesure ça va vraiment, on va pas tourner la page, on va pas se dire ah ça y est, l'IA on l'a traité l'année dernière en 2024 donc c'est terminé, hop on passe à autre chose. Ça va venir continuer à nourrir en fait, et prendre encore plus de hauteur, de recul et de questionnement. Voilà. En fait, ça, c'est la première pierre, mais l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire d'avoir des chercheurs au sein de notre lab. Enfin, je suppose que ça, peut-être que tu l'avais expliqué ou que tu vas l'expliquer, mais il y a une vraie construction d'un pôle de gens qui vont chercher, qui vont faire, j'allais dire, perdurer ces pistes, enfin ces thématiques, parce qu'effectivement, c'est pas demain que ça va s'arrêter. Et puis, on n'a pas apporté une réponse qui est... D'abord, on n'a peut-être pas apporté, et puis même si on en avait apporté, elles sont loin d'être définitives de toute façon. Donc, ce travail-là, l'idée, c'est de démarrer quelque chose qui va continuer tout au long de notre petite vie d'école créative. Il y a énormément de compétences au sein de nos établissements, et puis énormément de personnes que vous allez chercher qui ont aussi des grandes compétences. Et c'est ce brassage d'idées, de réflexions, etc., qui va nous permettre de faire des choses, j'espère, les plus drôles possibles, en fait. Oui, ils vont trouver les applications directes dans les formations. En fait, c'est aussi ça. C'est pas une recherche qui est déconnectée de ce que l'on est. C'est une recherche à chaque fois qui sert absolument à interroger nos formations et la manière de les garder vivantes, enfin à jour dans une construction permanente. Oui, c'est ça. C'était juste, c'est pas le faire un labo de recherche pour se dire on a un labo de recherche et on a des chercheurs, parce que déjà effectivement il y a des chercheurs pour nous aider aussi à finalement sortir de notre vision peut-être un peu nombriliste des écoles créatives. C'est pour apporter peut-être un peu d'auteur, mais c'est surtout, en fait, c'est pas des chercheurs, ils sont pas tout seuls, et en fait, on participe tous, on a tous une part, et ça a déjà commencé, hein, on a déjà des enseignants qui se sont largement mobilisés sur cette première étape, et ce n'est que le début. Mais effectivement, ce laboratoire de recherche, le tout, c'est de se dire, c'est finalement un outil, un réceptacle qui permet aussi de nourrir tout le monde, et les équipes pédagogiques, enseignantes, et surtout les étudiants, et donc de faire grandir en fait les formations et de faire grandir en fait les étudiants que l'on forme. C'est l'objectif en tout cas, oui.
Donc juste pour aller assez rapidement dresser le portrait un peu d'une recherche, celle sur l'IA, le premier objectif du lab, c'est de repérer déjà les enjeux avant de les documenter. Donc l'IA, c'était pas très difficile à repérer, mais il y avait quand même aussi une volonté de savoir ce que ça voulait dire en interne. Donc la première action, c'était de vous interroger, donc de lancer une enquête auprès des enseignants, tout simplement pour savoir comment, dans leur cadre professionnel et dans leur cadre pédagogique, ils percevaient l'IA, comment ils l'utilisaient. Donc ça, c'est la première action du laboratoire dans l'idée de repérer les enjeux importants pour nos formations. Donc c'est un premier questionnaire qui a été fait entre le 15 janvier et le 15 mars, donc qui a été administré pendant 2 mois, sans relance, donc simplement à la bonne volonté de chaque enseignant, et qui a interrogé sur la perception de l'IA dans nos formations. Donc là, on voit que les répondants étaient plutôt du secteur animation 3D, illustration et cinéma, de manière plus forte. Et puis tous des personnes qui ont une forte expérience professionnelle, c'est-à-dire qui ont 10 ans ou plus d'expérience professionnelle en dehors de l'enseignement. Donc sur cette enquête, très rapidement, les premiers éléments, les éléments saillants que l'on peut retrouver, c'est que oui, quand on pose la question de comment vous percevez l'intégration de l'IA dans la pratique professionnelle qui est la vôtre en dehors de l'enseignement, donc dans votre secteur professionnel, on a quelque chose de très divisé, 42% plutôt positivement, 40% plutôt négativement. Donc on voit bien que ça coupe effectivement les avis, mais que c'est pas si polarisé que ça. C'est-à-dire que les médias nous dirait plutôt c'est très très négativement ou très très positivement. Or là, on était sur du plutôt positif ou du plutôt négatif. Donc il y a quelque chose qui interroge, mais qui n'arrête pas tout à fait la réflexion, qui permet quand même d'avancer. Et puis après, les questions tournaient autour de quels sont les usages que vous avez dans votre cadre professionnel. Toute cette documentation, elle est disponible sur le SharePoint, donc je vais assez rapidement simplement pour dresser la tendance, mais ensuite vous pourrez aller regarder de manière beaucoup plus précise. Donc voilà, on est sur des utilisations d'outils d'IA qui seront explicités tout à l'heure, avec des cadres d'usage assez classiques qui vont de la création de visuels, de recherche d'inspiration, jusqu'à la génération d'images animées quand on est sur des problématiques plus spécifiques, mais toujours dans des cadres d'expérimentation. C'est-à-dire que voilà, à chaque fois, c'était vraiment dans l'idée d'expérimenter. Toujours dans cette enquête, donc, on a demandé aussi quels étaient les aspects négatifs que chacun pouvait voir dans l'intégration de l'IA. Donc, ce qui est intéressant, c'est un peu le classement aussi de ce qui est perçu. En 1, c'était la crainte d'une diminution des emplois. En 2, la question des droits d'auteur. Et en 3, la question de l'impact écologique. Donc, le fait que ce soit pas forcément un modèle soutenable. Et on en rediscutera probablement tout à l'heure. Et puis ensuite, l'uniformisation créative, la crainte qu'on soit toujours en train de reproduire les mêmes modèles, les mêmes inspirations. Et dans les aspects positifs, on avait les questions de productivité, de rapidité sur certaines tâches, d'exploration d'outils, qui est aussi un côté captivant. Et puis tout ce qui est inspiration, phase de recherche, était aussi perçu comme des éléments très, très positifs. Et ensuite, l'interrogation s'est portée plutôt sur comment vous percevez l'IA dans le cadre de l'enseignement, c'est-à-dire en tant qu'enseignant, quels sont les aspects négatifs dans un premier temps que vous y voyez. Et c'est vraiment intéressant parce que ça reprend bien le discours des professionnels aussi, une crainte de perte des fondamentaux, une crainte d'une démarche de création qui s'appauvrisse, qu'on ait l'impression en tant qu'étudiant que tout va plus vite, qu'on n'a pas besoin d'y passer beaucoup de temps parce que finalement quelque chose d'au-dessus de soi pourrait nous permettre d'aller plus vite. Des craintes liées aux droits d'auteur, au rapport au sens aussi de ce qu'on fabrique, à l'uniformisation, à l'avenir professionnel, des craintes aussi que les étudiants soient moins dans l'effort de l'apprentissage, et puis après des craintes assez classiques de triche par exemple. Ça, c'est pour le côté pédagogique. Mais il y a aussi plein d'aspects positifs qui sont apparus dans l'enquête, c'est-à-dire que les enseignants ils voient aussi le fait de développer d'autres manières d'entamer la démarche de création, de l'initier, de développer des idées, de percevoir des possibilités beaucoup plus étendues. Sur l'écriture et la recherche, il y avait beaucoup de propositions sur les questions de scénarisation, de recherche d'informations, de développement de problématiques.
reviennent aussi les questions d'efficacité, mais aussi d'aide en tant qu'enseignant, d'aide à la pédagogie, comment ça peut me permettre d'aller plus vite aussi dans l'élaboration de mon cours ou de mes situations d'évaluation. Et puis le fait d'expérimenter, ce qui est quand même le propre de l'enseignement, d'apporter toujours cette expérimentation-là. Donc on voit que le panel, en tout cas que l'ensemble des commentaires permettent de dresser très largement des aspects positifs et des aspects négatifs sans qu'on soit figé dans une position. La deuxième étape du lab, une fois que l'on questionne un petit peu les tendances, les ressentis, c'est d'aller voir l'état des connaissances. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça donne quoi ? Donc, vous le verrez, dans le SharePoint, il y a plusieurs bibliothèques avec l'ensemble des états de l'art qui sont présentés. Une analyse qui a été beaucoup commentée ces derniers temps sont les analyses commandées par le CNC, où effectivement, ils ont fait plusieurs études d'impact de l'IA, à la fois dans le secteur du cinéma, prise de vue réelle, cinéma d'animation et jeux vidéo. Ce sont des études très intéressantes parce qu'à chaque point de la production, ils identifient les outils, les possibilités, les opportunités, les risques, les limites. Mais c'est un petit peu toujours une course perdue d'avance, puisque 2 mois après, ils refont l'étude, et effectivement, il y a de nouveaux outils, de nouvelles possibilités, de nouvelles limites. Mais c'est intéressant de le faire et de rester en veille. Notre démarche n'a pas été complètement celle-ci, parce qu'on savait d'abord que c'était fait, et mieux fait par ailleurs. Donc, en recherche, on se sert toujours de ce qui existe, hein, on ne réinvente pas ce qui a déjà été fait. Nous, on s'est plus positionné sur la réflexion croisée sur les enjeux, en se disant que de toute façon, ça permettra de réinjecter à chaque fois sur la situation à laquelle on est confronté à ce moment-là. C'est-à-dire que l'étude du CNC va dire, par exemple, à cette étape-là, dans le jeu vidéo, on est plutôt sur de l'avant-projet, par exemple, sur la scénarisation. Très bien, l'analyse 2 mois après va parler d'un nouvel outil, d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle opportunité. Et nous, on va croiser ça avec ce que l'on a appris des enjeux définis par les différents chercheurs lors des tables rondes, et notamment sur ces questionnements autour des défis technologiques. Donc on a eu plusieurs chercheurs plutôt orientés informatique, IA, qui nous ont bien expliqué quels étaient ces étés, ces hivers de l'IA, à quel moment on était dans une zone plutôt de promesses, mais qu'on n'allait pas forcément toujours tenir cette promesse. Donc il y allait forcément être aussi quelques moments de pause se mettront en place, et il faut pouvoir les absorber, ne pas se laisser complètement séduire et envahir par le moment assez exubérant de la technologie. Mais il y a aussi Anthony Mazur qui nous a expliqué comment repérer le vrai du faux dans ces différentes promesses. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a cet effet waouh dont parle très bien Frédéric Michaud et dont il en parlera tout à l'heure, mais qui, au fur et à mesure, finit par s'éteindre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement c'est gagné, que l'IA peut faire ça. Donc maintenant, on attend autre chose. Mais qu'est-ce qu'elle peut vraiment faire et jusqu'où ? Donc voilà, ça aussi, ce sont des éléments que Anthony Mazur nous a donnés. Et puis d'autres comme Frédéric Roupa qui nous ont expliqué comment il était important au niveau de la conception des IA de garder les créateurs à la table des négociations, que ce soit aussi des conceptions qui soient réfléchies avec une forme d'ouverture et non pas uniquement un prisme technologique ou informaticien, qu'il est nécessaire d'aller au-delà pour éviter cette uniformisation et ces biais dont on parle souvent. Donc je ne vais pas faire la liste de tout ce que nous apprennent les chercheurs qui sont venus lors des tables rondes, mais plutôt pour vous dire que dans cette documentation et dans ce partage du laboratoire, chacun de ces éléments, chacune de ces contributions fait l'objet d'une documentation que vous pouvez aller chercher pour aussi nourrir votre propre réflexion. Et puis, on travaille aussi par concept, c'est-à-dire que dans cette documentation, vous allez retrouver l'intégralité des concepts qui ont été évoqués pendant ces tables rondes, de la démystification par le studio Xilam, de la question de la contextualisation par les avocates, la question du langage ou de la création d'un métalangage par les chercheurs. Donc tous ces différents concepts sont des entrées aussi possibles dans la documentation pour aller retrouver qui parle de cet aspect-là, pourquoi et comment c'est important de s'en saisir dans notre réflexion. Et ce qui aboutit à des compétences, hein, comme on le disait tout à l'heure,
avoir des compétences, par exemple, de curation. À plusieurs reprises, dans les tables rondes, ils ont expliqué qu'on se retrouvait avec des masses de données, des masses de possibilités, des masses de pistes possibles à explorer. Et donc, toute cette masse, il faut pouvoir l'organiser, la structurer, lui donner sens. Et ça s'apprend. C'est pas tout à fait intuitif. Et ça, c'est une compétence importante, celle de la curation, donc de l'organisation et du sens que l'on peut donner à cette documentation. Ça, la curation, on l'a entendu un sacré nombre de fois durant ces tables rondes, et c'est hyper important. On voit bien aujourd'hui, c'est des choses, la synthèse, l'esprit de synthèse, prendre du recul, prendre des notes, être capable d'apporter plein de solutions, mais finalement d'être capable aussi de faire un choix en fonction des différents enjeux qu'on aura compris. En fait, ça, c'est vraiment des compétences très, très importantes à développer auprès de nos étudiants. Et donc, c'est vrai que ces entrées par concept permettent d'aller un petit peu plus loin dans ces réflexions en termes de compétences. Pour aller très vite, toujours, dans cette démarche de repérer, de documenter des enjeux, il y a aussi toutes les références données par les différents chercheurs sur l'IA, et qui sont des lectures vraiment... qui nous sortent un petit peu aussi de notre quotidien, qui sont intéressantes à aller voir. Donc là, j'en ai mis que quelques-unes, mais dans la documentation, dans l'espace documentaire, vous pourrez en retrouver beaucoup plus. La deuxième démarche du lab, une fois qu'on a repéré, documenté les enjeux, c'est d'aller analyser les pratiques, d'aller voir comment ça se fait concrètement. Et donc là, je reviens pas en détail sur l'analyse que l'on a pu avoir auprès des studios, mais il y a une analyse aussi globalement des pratiques médiatiques. Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui sur l'IA dans le secteur qui nous intéresse? Si on regarde le Festival d'Annecy, par exemple, l'IA, c'était vraiment une question posée comme une cartographie. Il faut de toute façon que figurent des propositions avec de l'IA à partir du moment où aujourd'hui c'est un questionnement et c'est une pratique possible des métiers. Donc c'est plutôt se situer dans une optique de je cartographie ce qui se passe actuellement dans mon secteur. Pour le Festival de Cannes, c'est plutôt une catégorie à part. Ça existe, mais ça existe dans la compétition immersive. Pour The Rookies, par exemple, c'est intéressant parce que dans leur propre règlement, ils ont identifié que chacun devait faire preuve de transparence et dire exactement quelle IA, pourquoi et où il l'avait utilisé. Donc voilà, dans le règlement, c'est apparent. Donc c'est aussi une pratique de la profession qu'il est important de connaître en tant qu'école pour se dire si à un moment, dans la cartographie d'un grand festival, ça apparaît, si dans un autre festival, c'est une catégorie à part et une réflexion peut-être sur des questions d'immersion, des questions d'usage très spécifiques, il faut s'interroger, est-ce qu'effectivement on arrive vers quelque chose de l'ordre de la catégorie? Et puis si dans des concours, il y a cet objectif de traçabilité, il faut apprendre à nos étudiants à documenter, à tracer, à être transparent. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de garder ce regard sur ces différentes pratiques professionnelles. Donc là, je vous laisserai regarder. C'est exactement ce que l'on vient de se dire assez rapidement sur le Festival d'Annecy, le Festival de Cannes et The Rookies pour aller voir comment chacun se saisit de cette question-là et comment il l'intègre dans leur règlement ou dans leur programmation. Donc, d'autres exemples sur l'analyse des pratiques, vous trouverez par exemple dans la documentation toute une réflexion sur l'IA entre les mains de Xilam. Donc là, il s'agit d'aller documenter comment Xilam se saisit de l'IA, donc quelles expérimentations, pourquoi il décide plutôt de mettre en place un laboratoire au sein du studio pour accompagner les équipes et leur permettre de mieux comprendre quel type d'expérimentation ils mettent en place, donc avec le détail des expérimentations, quels sont les résultats qu'ils attendent et comment ils évaluent ensuite ces résultats. Et ça, c'est important en termes de compétences aussi, c'est à savoir comment évaluer ce qui est proposé ensuite dans ces expérimentations avec l'IA.
comment avoir cette capacité, cet œil vraiment dans la création pour se dire quels sont les apports concrets, réels de l'IA dans ce projet-là. Donc voilà, ça c'était des exemples, des exemples avec la table ronde de Nantes, mais chaque table ronde fait l'objet d'une documentation sur les interventions des studios et des chercheurs. Et puis ensuite, l'objectif, c'est d'aller expérimenter ces démarches, d'aller expérimenter ces outils dans l'enseignement. Et là, on va aller voir un point d'exemple en particulier avec Édouard Marpeau qui a mis en place une expérimentation. Donc, c'est vraiment la suite logique du laboratoire. On documente, on analyse les pratiques et on expérimente au sein des écoles.